Tutu, je suis parce que nous sommes. Dicite de regretter mémoire, Nelson Mandela et Desmond Tutu, l'archevêque. Aujourd'hui, c'est avec tristesse, douleur et le cœur meurtri que nous suivons l'actualité en Afrique du Sud. Et pour aborder ce sujet sur l'immigration et la xénophobie, en studio, nous avons M. Larrey. M. Larrey, bonjour. Bonjour, M. Boris. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Aujourd'hui, quel regard avez-vous sur ce que nous décrivons comme ce film d'horreur en Afrique du Sud? Merci beaucoup. Je dois rappeler la situation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, comme vous le savez si bien, a traversé une période qu'on a appelée l'apartheid, la ségrégation raciale, qui voudrait que les Noirs soient exclus du pouvoir économique, même du pouvoir politique. Et on est arrivé par des luttes, par des combats menés par Nelson Mandela, dont vous venez de citer, et Desmond Tutu. On est arrivé à la fin de l'apartheid. Mais est-ce que la fin de l'apartheid a mis fin à ce que les Noirs vivaient? L'exclusion économique, l'exclusion peut-être politique. Aujourd'hui, les Noirs ont le pouvoir politique. Mais les questions ou les secteurs économiques ne sont pas entre les mains des Noirs. Et donc, il se fait qu'aujourd'hui, les Noirs sont les parents pauvres du système économique qui règne en Afrique du Sud, quand bien même ils ont le pouvoir politique. Pourtant, depuis 1994, on a cru conjuguer au passé cet état de choses. Est-ce que cela voudra dire que réellement, rien n'a véritablement changé pour le peuple sud-africain? Oui, le peuple sud-africain dans son ensemble, il y a eu un élan de changement. Mais ce changement n'a pas été complet, n'a pas été intégral. Voilà pourquoi on retrouve encore beaucoup de jeunes, beaucoup de Noirs qui se retrouvent dans la pauvreté, qui vivent encore dans les townships, qui vivent dans des situations vraiment de misère au quotidien. Ce qui me ramène à vous poser la question véritable qui est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'économie sud-africaine n'est pas détenue en majorité par des Noirs? Non, c'est un constat que tout le monde partage. Les secteurs économiques les plus importants sont entre les mains de la minorité blanche. Ce n'est pas un mal en soi, puisque l'économie a été longtemps... Ils sont sud-africains aussi, c'est blanc. Voilà. L'économie a été longtemps entre leurs mains. Et donc, avec la fin de l'apartheid, on aurait souhaité que, voilà, qu'il y ait plus de démocratie dans ce domaine. Mais vu que voilà, ils ont hérité de ce que leurs parents leur ont donné, voilà, c'est difficile que les Noirs puissent vraiment trouver leur place totalement dans les secteurs économiques pour être aussi des grands hommes d'affaires et tout et tout. Est-ce une raison suffisante aujourd'hui pour que des Noirs et des peuples noirs qui ont combattu en symbiose avec l'Afrique du Sud, l'apartheid, je veux citer le Zimbabwe, la Mozambique, le Congo, le Nigeria et beaucoup d'autres ressortissants africains aujourd'hui vivent une xénophobie qui ne dit pas son nom dans un pays qui se veut, je dirais, arc-en-ciel ou du moins qui se dit arc-en-ciel? Oui, c'est le triste constat que nous faisons tous. L'Afrique du Sud, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, libre de la ségrégation raciale, a été soutenue dans ce combat légitime et noble par des frères noirs africains. Vous venez de citer un certain nombre de pays qui ont pris part activement aux côtés de Mandela et de leurs compagnons à cette lutte de libération pour que voilà, les gens ne soient pas asservis par des autres. Et maintenant, on constate aujourd'hui que les Africains subsahariens qui aujourd'hui ont choisi d'immigrer dans cette zone sont victimes de la xénophobie, commise non pas par la minorité blanche, mais par leurs frères de même peau, les Noirs. Donc on parle un peu de l'afrophobie. C'est des Noirs sud-africains qui commettent donc ces actes d'intolérance vis-à-vis donc de leurs frères. Aujourd'hui, ils reprochent quoi véritablement à ces Africains noirs qui ont quand même immigré, même si c'est de l'immigration économique, parce qu'il faut le reconnaître, l'Afrique du Sud est l'une des économies les plus stables en Afrique.
Et aujourd'hui, ces immigrés vont dans ces pays, créent des entreprises, créent des commerces et donnent parfois même, pour ne pas dire, donnent tout le temps aussi de l'emploi aux Sud-Africains. Qu'est-ce qui justifie véritablement cette haine? Et sur un plan ou un regard de la démocratie économique, qu'est-ce qui pouvait remédier ou du moins aider à remédier à cet état de choses? Merci beaucoup. Nous disons en tant que des analystes sur le prisme donc, de la démocratie économique qu'il y a ce qu'on appelle l'incitatif au mal. L'incitatif au mal, ce qui incite le mal à l'homme, c'est le système économique, le système financier mondial ou international actuel qui est à l'origine de ce qui incite à nous le mal, qui nous pousse au mal, qui pousse à nous toutes les formes d'intolérance, comme la xénophobie, le racisme, le tribalisme, le rejet de l'autre. Bref, voilà. Donc, si les Noirs africains, Sud-Africains, je dirais, se retrouvent à rejeter leurs frères noirs du continent, la principale raison, c'est des raisons purement économiques. Parce que j'estime, les Sud-Africains noirs estiment que les Noirs sud-africains, enfin comment on appelle ça? Subsahariens, voilà, merci, sont des concurrents économiques directs dans un contexte où eux n'ont pas d'emploi, dans un contexte où vivent dans une pauvreté endémique généralisée. Non, mais il faut reconnaître que les Noirs subsahariens, dès qu'ils immigrent en Afrique du Sud, choisissent les métiers les plus difficiles, les métiers pour lesquels le Sud-Africain ne s'estime pas quand même de faire ou du moins de prendre. C'est généralement pour des métiers difficiles que ces subsahariens immigrent en Afrique du Sud. Cela ne justifie pas cet état de choses. Oui, cela justifie parce que ce que vous appelez des petits métiers ou bien des métiers difficiles, les nationaux, les Sud-Africains voudraient bien aussi l'exercer. Mais ce fait qu'ils sont concurrencés. Parce que ces jeunes, ceux qui vivent dans les townships, quel est leur niveau de vie? Ils vivent aussi du petit commerce de rue. Et maintenant, s'ils se voient concurrencés par des étrangers qui viennent ouvrir des boutiques, détenir des boutiques où on vend moins cher, pour les concurrencer, et voilà, ils se lèvent contre eux. Et ce que ce n'est pas réellement. C'est-à-dire que les étrangers qui ne sont pas sud-africains, les Zimbabwéens, les Somaliens, les Ghanéens, les Nigériens qu'on sort, voilà, quand ils s'installent en Afrique du Sud, donc dans les mêmes quartiers, les quartiers pauvres, dans les townships, ils ouvrent le commerce, ils sont prêts à vendre au rabais. Parce qu'eux, ils sont prêts à vivre 10 ou 15 dans une pièce. Le peu d'argent qu'ils trouvent, ils envoient ça chez eux. Ils n'ont pas besoin d'une qualité de vie. Et donc, ils peuvent aussi contourner les pressions fiscales. Et bon, tout ça fait que ça ne les dérange pas de vendre moins cher dans leur boutique. Or, en vendant moins cher dans leur boutique, eux, ça attire de la clientèle. Dans la pauvreté aidant, tout le monde voudrait acheter moins cher. Voilà, ils s'attirent de la clientèle. Et en s'attirant de la clientèle, on fait entorse aux nationaux qui détiennent les mêmes commerces. Et voilà, les nationaux maintenant comprennent que, mais en fait, leur mal, c'est finalement ces étrangers qui viennent s'installer à côté, qui font un peu de la compétition déloyale. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de compétition déloyale, parce que la plupart du temps, ils s'approvisionnent sur le même marché. Nous profitons des mêmes ressources qu'est le marché économique. Du coup, sur ce plan, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. J'ai comme impression qu'il y a une politique. Encore que des partis politiques aujourd'hui, je préfère taire leur nom pour ne pas leur faire de la publicité ici, parce que c'est tellement triste et désolant que citer leur nom, pour moi, serait quand même un affront à cette violence qu'on vit. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui soutiennent cet état de choses. Quelle lecture en faites-vous? Parce que le problème n'est plus un problème de population. Le problème aujourd'hui est devenu un problème politique national. Oui, je vous dirais d'entrée de jeu que officiellement l'État sud-africain n'a rien contre les étrangers, notamment les Noirs. Mais ce fait que la population sud-africaine, notamment noire, se retrouve contre les étrangers noirs. Donc, dire que ce n'est pas forcément un problème de population, mais c'est un problème peut-être de politique, je ne suis pas aussi d'accord avec vous. En tout cas, à lire, parce que jusqu'ici, quand il y a ces genres d'actes qui sont perpétrés,
l'État sort des communiqués, l'État condamne, l'État envoie la force de police pour réprimer même. Et voilà, donc il y a des situations où on voit que l'État, en fait, officiellement ne soutient pas ça, désapprouve même l'acte. Voilà. Qu'est-ce qui amène les citoyens, si c'est vraiment un problème de population, qu'est-ce qui amène les populations de Mempo à rejeter leurs frais de Mempo? Voilà, donc c'est en cela que nous mettons en cause le système économique actuel, qui voudrait que, voilà, pour s'en sortir, il ne faut pas tous les moyens supprimer l'autre par la concurrence. Ça peut être la concurrence déloyale, ça peut être la compétition la plus farouche possible. Nous sommes dans ce qu'on appelle une jungle économique, où le plus talentueux, le plus entrepreneur, ou le plus habile peut donc s'en sortir au prix de faire taire les autres. Et c'est ce qui se passe. Donc, vu qu'ils sont des étrangers, ils n'ont pas besoin d'une certaine qualité de vie. Voilà, une chambre suffit pour héberger 10 personnes. Ce qu'un national, un Sud-Africain n'accepterait pas. Lui voudrait vivre avec sa femme, ses enfants, peut-être dans un confort donné. Donc, avec ce qu'il gagne, il ne peut pas peut-être se donner ce niveau de vie. Mais il rêve. Mais l'étranger ne lui rêve pas ce train de vie. Il est prêt à vivre, en tout cas, dans des conditions vraiment qui ne sont pas acceptables, mais pourvu que lui, il puisse envoyer de l'argent, engrandir de l'argent, envoyer chez lui. Et ce qui se passe généralement, les subsahariens qui y sont, leur économie se retrouve, ou bien le peu d'argent qu'ils mettent de côté se retrouve envoyé dans leur pays. Ils ne veulent pas avoir une qualité de vie acceptable, non. Voilà. Et ils sont prêts à faire de la concurrence la plus déloyale. Mais maintenant, est-ce que cela est suffisant pour qu'on se retrouve à pratiquer des actes d'intolérance comme la xénophobie? Et là, je serais d'accord avec vous. Ce n'est pas suffisant. Mais comme nous l'avons dit, il y a quelque chose qui incite au mal. Et ce qui incite au mal, c'est le système économique fait d'inégalité, fait d'injustice, fait d'exclusion actuelle, qui est à l'origine de tout ça. Nous ne soutenons pas ce que les Sud-Africains font, mais au même moment, nous ne le cautionnons pas. Nous ne demandons pas aussi aux subsahariens d'être dans la concurrence déloyale, quitte à faire des bénéfices, mais nous demandons à ce que le système soit revu. Parce que le problème, ce n'est ni les Sud-Africains, ce n'est ni les subsahariens, parce qu'après, chacun cherche un meilleur être. Je tiens à vous rappeler aussi, parlant de meilleurs êtres aussi, qu'il y a des Africains. Parce que ce n'est pas forcément les Africains, les subsahariens, non. Il y a beaucoup d'Africains qui aujourd'hui ont investi ou investissent toujours en Afrique du Sud, comme dans beaucoup d'autres pays, créent de l'emploi, créent des systèmes économiques permettant aux autochtones de mieux vivre. Donc, il faudrait aussi penser à ceux-là. Et cela m'amène à vous poser la dernière question, j'allais dire, vous, étant un adepte de la démocratie, pour ne pas dire de l'évangile de la démocratie économique, quelle solution proposez-vous pour remédier à cet état de choses? Merci beaucoup. Nous avons dit que la cause principale, ou bien la cause dominante, je dirais capitale, de l'intolérance qu'on constate aujourd'hui entre les Sud-Africains et les étrangers, notamment africains, c'est des causes fondamentalement économiques. Liées au fait que les Sud-Africains considèrent que les Noirs africains... À tort ou à raison? Oui, en tout cas, c'est à raison. C'est un constat qu'ils sont des concurrents économiques directs. Dans un contexte où il y a le chômage endémique, dans un contexte de pauvreté généralisée. Donc, quand on regarde tout ça là, quelle est la solution? La solution de la démocratie économique est la bienvenue. Parce que sous la démocratie économique, il n'y a plus de chômage. Le chômage est éradiqué à sa racine. La pauvreté est éradiquée. La pauvreté, même, elle est entretenue de façon artificielle. Un exemple palpable dans le cas sud-africain. Oui, dans le cas sud-africain, si la démocratie économique est implémentée dans ce grand pays, voilà, fini les injustices sociales. Fini le manque d'emploi, parce que voilà, tous les produits dont ont besoin les Sud-Africains seront produits sur place. Et qui parle de production, parle donc d'emploi. Et vu qu'on produit pour tout le monde aura un revenu minimum pour satisfaire ses besoins basiques avec ce que nous appelons le dividende social. Cela permettra à ce que voilà, personne ne se sente au chômage. Même si vous n'avez pas un emploi,
payé ou salarié, mais vous ne vous sentez pas en chômage parce que voilà, vous pouvez utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Ce temps qui devait peut-être vous permettre de gagner de l'argent, alors que peut-être la machine vous aide à faire ce travail, ou bien, vu que c'est un produit, pour que vous puissiez bénéficier un peu du dividende social, ce temps peut être utile pour autre chose. Donc, le chômage en lui disparaît. Et en même temps, nous disons aussi que le chômage en soi n'est pas un problème. Le chômage en soi, il n'est pas un problème. C'est-à-dire que, nous le disons, on a déclaré tel jour, chômé payé. Chômer, ce n'est pas un problème. Je suis libre ce jour, je ne vais pas au boulot. Quand je ne vais pas au boulot, je me repose, je suis en famille, je peux aller faire de bénévolat, aider telle personne, je peux réfléchir à innover quelque chose. Mais du moment où je n'ai pas un accompagnement, quand ce n'est pas payé, il y a un problème. Donc quand le chômage est payé, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'est pas payé, on trouve que le chômage est mauvais. Donc sous le régime de démocratie économique, il n'y aura pas de chômage. Le noir comme le blanc sud-africain, à la fin du mois, qu'il ait un emploi ou non, reçoit de son gouvernement un revenu minimum que nous appelons dividende social. Maintenant, ceux qui ont en plus un travail salarié reçoivent du salaire pour ajouter. Donc ça fait que personne ne se sentirait exclu, personne ne se sentirait indigent et personne ne serait maintenant amené à s'attaquer peut-être à l'autre sous prétexte qu'il vient lui arracher le petit emploi, bien la petite chance qu'il avait de s'installer pour faire son commerce. Donc la démocratie économique vraiment mettra en place une société humaine, plus sociale, plus juste, où la ségrégation érigée disparaît de soi. Et donc l'immigrant ou le migrant économique, est-ce qu'il y aura même de migrants économiques? Il peut en avoir, mais pas sous l'aspect actuel. C'est-à-dire que voilà, je vais en immigration, non pas parce que je vais chercher du travail. Parce qu'actuellement, les migrants économiques, c'est pour aller chercher de l'emploi, c'est pour peut-être chercher... À la recherche du mieux-être. Voilà. Donc, sous le régime de démocratie économique, il n'y aura plus cette espèce de « je vais chercher de l'emploi ». L'emploi dans ton pays est là, suffisant par rapport aux besoins de développement de votre pays. Donc, mais vu qu'on ne peut pas employer tout le monde, ce n'est même pas possible. Le plan d'emploi n'existe pas, n'existera pas. Que ce soit sous l'actuel ou sous le futur que nous allons l'avoir, parce que nous sommes sûrs, nous allons vers un monde meilleur. Tôt ou tard, la démocratie économique va s'appliquer. Donc, sous le régime de démocratie économique, il n'y aura pas le plein d'emploi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas employer tout le monde. Ce n'est pas possible. Les enfants ne pourront pas être employés. Les vieilles personnes ne peuvent pas être employées. Les malades ne peuvent pas être employés. Les handicapés ne peuvent pas être employés. Mais ils sont tous des consommateurs. Donc, à tout ce beau monde, on accorde un revenu minimum garanti que nous appelons dividende social, qui est seulement lié au fait que vous êtes citoyen du pays et qu'on vous le donne. Ça vous permet de jouir de votre part des richesses de la nation. Et ça vous permet vraiment de se sentir citoyen et de travailler à ce que ce pays ou votre pays se développe, s'émancipe. Voilà. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation, l'humanité. Et le seul remède aux maux qui minent aujourd'hui notre humanité est la démocratie économique. La démocratie économique qui est une philosophie de Louis Even et de Clifford Douglas qui ont travaillé à faire des propositions pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Si vous avez envie de nous rejoindre, envie de lire, envie d'échanger ou même de poser des questions, rejoignez-nous sur nos différentes plateformes pour qu'on puisse ensemble construire un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.